on est là pour les valeurs mobilières complexes. On anime ce soir, donc Marine Julien, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, élue à la compagnie régionale des commissaires aux comptes. À mes côtés, il y a Pauline Place, donc, qui est commissaire aux comptes aussi, qui fait partie du groupe Mission, du groupe de travail sur les kits Mission. Aline Erivo, qui est avocate fiscaliste, et Lilan Irigoyen, qui est avocat en droit des sociétés. Donc, sans plus attendre, encore on s'excuse pour les problèmes techniques, le sommaire de ce soir, c'est le cadre des valeurs mobilières complexes. Ensuite, on s'intéressera aux obligations, puis les bons de souscription, les instruments qualifiés, les management packages, et on finira par les points de vigilance spécifiques sur la mission de CACADOC. Donc, rapidement, sur l'introduction, vous verrez, pour ceux qui ont déjà assisté au webinaire 1, on va reprendre rapidement certains points qui nous paraissaient importants. D'abord, le périmètre de la mission du CACADOC. Donc, on vous a rappelé les 5 missions qui sont concernées par les nouvelles obligations qui ont été introduites par la loi Pacte. Et on vous a aussi rappelé les objectifs de la mission du CACADOC, à savoir répondre aux obligations légales, apporter une assurance indépendante sur une opération spécifique, sécuriser l'information financière qui est transmise aux différents lecteurs des éléments, renforcer la transparence et la confiance compte tenu de la sensibilité de ces opérations et garantir l'égalité de traitement et la qualité de l'information à partir de laquelle les associés prendront leurs décisions. On vous rappelle que pour les besoins de ces travaux, le commissaire aux comptes ad hoc va utiliser les projets de documents juridiques mis à sa disposition par la société et en particulier le rapport de la direction. Au niveau des diligences à accomplir, il y a un certain nombre de points d'attention et qu'il faut avoir en tête. C'est des missions qui impliquent de procéder à une veille permanente de la législation parce que les évolutions sont fréquentes sur ces textes. Donc, on est, en tant que commissaire aux comptes, obligé d'adopter de bons réflexes parce que c'est des opérations qui sont souvent réalisées dans l'urgence et qui appliquent une attention particulière. Donc, on vous le rappelle, elles ne font pas l'objet de NEP. La base technique, c'est vraiment la doctrine de la compagnie nationale. Là-dessus, on a une note d'information numéro 5 déclinée en 6 tomes et il y a l'avis technique aussi d'octobre 2019. Et pour mémoire, le rapport du CACADOC doit être communiqué au moins 15 jours avant l'AG. En termes de travaux à mener, on vous les a rappelés, c'est décliné en 5 points. Il y a tout ce qui est lié dans un premier temps à la sincérité et à l'exhaustivité des informations financières. Ce qui va être lié ensuite aux informations qui sont prévues par les articles. On doit vérifier les informations qui sont prévues par les articles du Code de commerce, donc qui doivent figurer dans le rapport qui est préparé par l'organe de direction. On doit ensuite apprécier les éléments du choix de calcul du prix d'émission, la justification du montant et l'incidence de l'émission sur la situation des titulaires. Des titres de capital. On s'assure de la conformité des modalités de l'opération au regard des autorisations, des délégations de pouvoir, de compétences, etc. qui ont pu être données. Et on veille à ce que, dans le cas des augmentations de capital ou des missions de valeur mobilière, les diligences légales et réglementaires spécifiques à la mission ponctuelle soient bien respectées. On vous a mis des tableaux de synthèse sur les missions confiées. Donc, c'est décliné sur 2 slides. Donc, en fonction du type d'opération, on vous a indiqué s'il y avait le rapport du commissaire aux comptes du CACADOC à faire. On vous rappelle que quand on est sur l'utilisation de la délégation, le commissaire aux comptes ad hoc n'a pas de rapport complémentaire à établir. On vous a aussi indiqué les entités qui étaient visées et la documentation technique afférente avec les articles du Code de commerce. Donc, ce soir, on est sur la deuxième intervention concernant le focus sur les opérations sur le capital. On vous rappelle qu'il y en a 2 autres. Le 6 novembre pour la présentation du kit mission sur laquelle on est en train de travailler, notamment avec Pauline et les autres membres du groupe de travail. Et puis, le dernier webinaire sera le 18 novembre sur l'évaluation des valeurs mobilières complexes. On passe désormais au cadre des valeurs mobilières et je donne la parole à Lilian. Merci beaucoup, Marine. Ok. Pour aborder ce thème sur les valeurs mobilières complexes, mon rôle, ça va être notamment, pour l'instant et sur l'ensemble des outils dont on va discuter, de donner des éléments de contexte sur la nature des outils dont on va discuter.
Donc, tout d'abord, pour aborder sur ce cadre général, ce qu'on entend par valeur mobilière complexe, c'est en fait donc des instruments financiers qui vont permettre à leurs bénéficiaires d'obtenir un accès soit au capital de la société émettrice, soit encore l'attribution d'autres valeurs mobilières, notamment des titres de créance. Donc, ce sont des instruments qui ont globalement permis le développement d'un financement sur mesure qui est très prisé des entreprises et qui va se manifester par l'exercice, la conversion, le remboursement ou encore la présentation d'un bon qui est émis par une société et qui permet donc d'accès à un titre de capital ou de créance d'une autre société ou de la même société. Ici, on est sur des outils qui se caractérisent notamment par cette articulation entre un titre primaire, donc qui va être un titre de capital tel qu'une action, ou qui peut encore être un titre de créance, par exemple une obligation, et qui va donc permettre d'obtenir l'accès à un titre secondaire qui va permettre, à titre de droit accessoire, d'obtenir un autre titre de capital ou une créance par le jeu, donc, comme je disais, de la conversion, l'échange, le remboursement ou encore l'exercice d'une option. C'est un outil qui est mis à la disposition des sociétés par action, donc les sociétés anonymes, les sociétés par action simplifiées, les sociétés en commandite par action, et qui poursuit un certain nombre d'objectifs. Donc, comme je disais, c'est un outil qui les valeurs mobilières complexes dans leur ensemble, ce sont des outils qui permettent un accompagnement très sophistiqué et sur mesure des sociétés émettrices. Et donc, on va avoir une multitude d'outils différents et très variés qui vont notamment être motivés par l'objectif qui est poursuivi. C'est ce qui va motiver le choix de tel ou tel instrument. Les objectifs principaux et ceux qu'on peut mettre en avant dans le cadre de cette, on va dire, phase d'introduction, ce seraient les objectifs de financement tout d'abord. Donc l'idée, c'est que on va avoir un outil de financement via une des valeurs mobilières complexes qu'on va mettre en place, en permettant un accès au capital qui va être différé, voire en fait sans accès au capital éventuellement selon l'exercice qui pourrait être fait de cette valeur mobilière. Et c'est à ça que va notamment permettre des outils tels que les obligations convertibles en actions, les obligations remboursables en actions, ou encore les obligations échangeables d'actions nouvelles ou existantes. Donc voilà, c'est un des premiers objectifs qui peut être poursuivi pour une société, c'est de lui permettre finalement de lever des fonds, de financer un besoin par exemple à court terme, ou sur du plus long terme, sans se diluer ses associés au niveau du capital, ou en tout cas pas de manière immédiate. Ça permet de renforcer les fonds propres, et c'est ce qui va permettre, notamment dans le cadre des titres secondaires qui vont être émis, potentiellement d'attirer certains investisseurs au travers notamment d'actions de préférence. Encore une fois, et on aura l'occasion de les aborder par la suite, le trait spécifique à tous ces outils, c'est finalement leur diversité et la possibilité de les adapter aux besoins de la société émettrice. Un autre objectif qui est souvent mis en avant dans le cadre des valeurs mobilières complexes, c'est l'objectif finalement d'intéressement, de fidélisation de ces équipes. Donc, les valeurs mobilières complexes dans leur ensemble vont être une façon finalement de motiver, de fidéliser les salariés, les dirigeants, les partenaires de la société, en alignant notamment les intérêts entre la société émettrice, ses managers, ses salariés et éventuellement aussi ses investisseurs. Si je prends le cas, je ne vais pas m'y attarder là, mais si on prend le cas par exemple des BSPCE, on permet finalement à un salarié de participer à la croissance de l'entreprise, à la croissance de sa valeur, et en lui donnant la possibilité de réaliser par la suite un gain en cas effectivement d'appréciation de la valeur. Par ailleurs, ça va permettre effectivement à la société de renforcer son attractivité vis-à-vis de nouveaux talents notamment, avec un régime social et fiscal qui sera pour elle avantageux. L'intérêt des valeurs mobilières complexes, comme on l'aura vu, c'est en fonction des objectifs finalement de permettre un financement à long terme, par exemple pour la société émettrice, renforcer ses capitaux propres au travers notamment d'émissions
de certains types d'obligations et attirer finalement une base d'investisseurs qui soit très large et très variée, avec une flexibilité importante sur les modalités qu'elle va pouvoir mettre en place sur ces valeurs mobilières. On l'évoquera sur les taux d'intérêt, sur la nature de l'intérêt finalement qui peut être mis en place, le type de remboursement, les délais de maturité, etc. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a évidemment des inconvénients. La dilution, si elle est différée, elle n'est pas pour autant inexistante en fonction de l'exercice qui pourra être fait du bon ou la conversion de l'obligation. Donc, il y aura évidemment une dilution à mesurer et finalement éviter la multiplication des outils qui peut créer une sorte de flou pour les investisseurs. J'enchaîne sur le cadre juridique donc des valeurs mobilières complexes, donc qui est encadré par le Code de commerce au travers de l'article 228-91 et des articles suivants du Code de commerce. Globalement, ce cadre il s'appliquera à toutes les valeurs mobilières complexes, avec ensuite des régimes spécifiques, notamment pour tout ce qui sera, ce qu'on abordera plus tard, les BSPCE, les AGA et les stock options. Ce cadre prévoit une émission qui doit être décidée par l'Assemblée, la collectivité des associés, donc en l'occurrence en Assemblée générale extraordinaire, qui va devoir statuer sur le rapport de son dirigeant, donc ça peut être le conseil d'administration, le président, le directoire, et éventuellement sur le rapport spécial du commissaire aux comptes si la société en est dotée. Cette décision peut être accompagnée d'une renonciation au droit préférentiel de souscription, qui devra dans ce cas-là se faire de manière individuelle ou collective, ce qui peut être amené également aussi à recourir au commissaire aux comptes. Par ailleurs, la décision d'émission emporte une renonciation pour le coup automatique des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription pour les titres de capital futur. Donc là, je fais référence aux titres secondaires qui pourraient être exercés notamment par les bénéficiaires de ces titres. Le régime donc, juridique des valeurs mobilières complexes prévoit aussi tout un pan de règles relatives aux protections à la protection des porteurs de ces valeurs mobilières. Donc l'idée va être de protéger les droits individuels de ces porteurs de valeurs mobilières pour que finalement l'appréciation qui a été faite au jour de la souscription ne soit pas dévaluée dans le cadre d'opérations ultérieures. Donc il y a des opérations qui seront interdites pour la société émettrice, notamment son changement de forme sociale, son changement d'objet social, le fait de modifier les règles de répartition de ses bénéfices ou encore l'amortissement de son capital social. De la même façon, la création d'actions de préférence qui entraînerait une modification des règles de répartition des bénéfices ou un amortissement du capital sont interdites. On va organiser les porteurs de ces valeurs mobilières complexes en masse, avec des assemblées spéciales notamment qui se réuniront dans l'hypothèse où des décisions en fait seraient prises et porteraient directement atteinte aux valeurs mobilières dont ils sont titulaires et qui vont leur permettre finalement d'assurer la protection des droits de ces porteurs. Les valeurs mobilières complexes, donc ça, on l'a déjà évoqué, j'ai déjà évoqué rapidement, mais finalement, il faut garder en tête que l'émission de telles valeurs ne passera jamais inaperçue sur la gouvernance et l'organisation d'une société. Effectivement, il y a une dilution différée ou potentielle des différents actionnaires, éventuellement aussi de leur droit de vote en fonction des titres de capital auxquels pourraient avoir accès les bénéficiaires de ces valeurs, et ce qui peut entraîner donc un certain déséquilibre entre les différents associés. Donc c'est un élément auquel il faudra faire particulièrement attention. Ça peut entraîner des inégalités entre les différents actionnaires et surtout, encore une fois, il faut faire attention à la multiplication des outils qui pourraient créer
un manque de lisibilité et une asymétrie d'information entre les différents actionnaires. Donc, c'est à manier avec beaucoup de prudence, puisqu'on est sur des instruments qui sont quand même particulièrement complexes, sophistiqués, et qui peuvent donc entraîner des risques derrière juridiques de contestation, de contentieux assez importants. Donc, il faudra aussi faire très attention aux formalités finalement de mise en place de ces outils. Et donc, comme Marine l'a évoqué tout à l'heure sur notre sommaire, on a décidé finalement de diviser les différents outils qu'on va voir en les catégorisant, donc au travers notamment des obligations, puis dans un deuxième temps des bons de souscription, et de voir ensuite les instruments qu'on a qualifiés justement, avec des cadres juridiques plus spécifiques et les management packages. Donc, sans tarder, on aborde tout de suite les obligations, donc sous la forme de valeurs mobilières complexes, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, quand on a une obligation qui est une valeur mobilière complexe, on lui adosse finalement à ce titre qui est un titre de créance, on va lui adosser donc un titre secondaire, comme je l'évoquais, qui va pouvoir être au choix un droit pour obtenir un titre de capital ou encore un autre titre de créance qui s'obtiendra par l'opération de la conversion, de l'échange, du remboursement ou de l'exercice d'une option. Donc là, on rentre tout à fait dans le cadre du Code de commerce et de l'article 228-91 et suivant du Code de commerce, et que l'on va distinguer donc des outils plus qualifiés tels que les BSPCE et les AGA qu'on abordera dans un second temps. L'idée, c'est que l'obligation convertible va permettre finalement de soit obtenir un titre de capital selon un certain nombre de règles qu'on va mettre en place dans le cadre de l'émission. On a décidé d'illustrer finalement ce type de valeur mobilière en abordant, disons, les outils les plus utilisés, à commencer donc par l'obligation convertible en action, qui, comme son nom l'indique, va permettre à son titulaire, en cas d'exercice, d'obtenir un titre de capital de la société. L'idée étant ici d'offrir une grande liberté aux émetteurs qui vont pouvoir finalement combiner la dette, puisqu'on va permettre à la société de se financer grâce à cette obligation, et un accès futur au capital. Ce qui est important dans ce cadre-là, c'est également de prévoir, donc, dans le cadre de l'émission, un contrat qui va mettre en place les éléments phares de l'obligation convertible, et notamment, finalement, la parité de conversion, c'est-à-dire l'idée de savoir à combien d'actions donneront droit la conversion d'une obligation, qui permettront aussi d'encadrer l'exercice de ces obligations convertibles, que ce soit dans le temps, mais également finalement de permettre éventuellement la possibilité ou non de convertir à terme, de mettre en place éventuellement des primes de non-conversion. Je pense qu'on l'abordera aussi plus tard dans le cadre de la présentation, ou encore des intérêts pour l'obligataire. Et d'anticiper finalement l'effet dilutif de l'obligation en cas de conversion. Dans ce cadre-là, on a un titulaire d'une valeur mobilière qui aura la possibilité, en fonction des modalités de contrat d'émission, de convertir ou non son obligation pour obtenir des titres de la société. D'autres types d'obligations que l'on peut croiser couramment dans les opérations de financement notamment. On a donc les obligations remboursables ou échangeables en actions, qui, donc, contrairement aux obligations convertibles, vont permettre uniquement donc, un remboursement en actions à terme. L'idée, encore une fois, c'est de prévoir le cadre dans le contrat d'émission, en mettant éventuellement en place des possibilités de remboursement anticipé. Donc le principe est exactement le même que pour les obligations convertibles,
mais elles vont pouvoir s'appliquer, par exemple, sur des actions déjà existantes ou encore sur des actions ou prévoir donc un remboursement en action. Donc, l'idée sur l'obligation échangeable, c'est qu'effectivement, on est sur des actions déjà existantes et qu'on va pouvoir échanger en cas de conversion par le titulaire de l'obligation. Et dans l'autre configuration, finalement, on va simplement prévoir un remboursement par les actions. Les OCEANE, donc les obligations convertibles et ou échangeables en actions nouvelles ou existantes, va permettre de combiner les différents mécanismes de conversion, que ce soit des actions nouvelles ou d'échange d'actions existantes. Donc tout ça, ce sont beaucoup d'outils qui finalement sont basés exactement sur les mêmes principes, mais qui vont pouvoir permettre des ajustements, c'est ça qu'il faut retenir, je pense, en fonction des besoins, des demandes éventuellement des investisseurs qui vont participer au financement. Et du coup, on poursuit sur le traitement comptable. Je ne sais pas à qui je... Alors, sur le traitement comptable des obligations convertibles en actions, il n'y a pas de difficulté particulière. On va comptabiliser au passif en dette sur un compte 161 emprunt obligataire convertible au moment de l'émission. Et au moment de la conversion, on va comptabiliser une augmentation de capital classique via le débit du compte d'emprunt obligataire. On voulait vous attirer l'attention sur deux petits sujets, notamment les frais d'émission d'emprunt obligataire convertible, où, comme vous le savez, il y a deux traitements comptables qui sont possibles, soit d'enregistrer ces frais immédiatement en charge, soit de les étaler via un compte à l'actif charge à répartir, et ensuite des amortissements qui se faisaient dans le passé dans un compte opérationnel, mais depuis le nouveau règlement sur la modernisation des états financiers, cet amortissement est pratiqué maintenant sur un compte 686.2 qui passe du coup en charge financière. Le deuxième sujet d'attention, ça concerne les clauses de prime de remboursement. Bien lire les contrats, notamment quand on est CAC, car selon les contrats, selon également comment on approche l'emprunt obligataire, est-ce qu'on considère que c'est une approche avec une opération unique ou deux opérations distinctes, la comptabilisation va être différente. Et donc, ce qui est prévu dans les textes, c'est que si jamais vous considérez que vous faites l'option d'une opération unique, c'est-à-dire à la fois l'émission de l'emprunt et à la fois considérer la conversion, qui est quand même le but de l'outil, il faut comptabiliser une provision pour risque à caractère financier dès qu'il est probable que l'emprunt sera remboursé et non converti. Sur le traitement comptable des OCEANE, alors c'est assez similaire à celui des emprunts obligataires convertibles. C'est juste le compte qui va être différent. On va mettre ça dans un sous-compte 163. Par contre, pour la présentation au bilan, là, il faut se poser la question, est-ce que c'est en dette ou en autres fonds propres? Ce qui est prévu par les textes, c'est que ce sera comptabilisé en dette tant que le détenteur n'a pas notifié son choix quant au mode de remboursement, si ça sera en espèces ou en actions, ou que ce choix est réversible. Une fois que, par contre, le choix va être notifié et si celui-ci est réversible, la comptabilisation va dépendre des droits et obligations liés au contrat. Donc, c'est très, très important de vraiment bien lire les contrats. Je peux passer. Sur le traitement des obligations remboursables en actions, pareil, il n'y a pas forcément de spécificité concernant la comptabilisation. Ça se fera vers un compte 167. En cas de remboursement en actions nouvellement émises, le compte 167 est débité et soldé par les comptes classiques qu'on utilise pour les augmentations de capital. Et par contre, en cas de remboursement en actions existantes, le compte 167 est débité par le crédit du compte utilisé pour comptabiliser les actions propres autodétenues. Par contre, ce qui va changer sur les ORA, c'est la présentation au bilan, où là, ça peut être un peu plus complexe. Il va falloir distinguer deux sortes d'émissions. Les ORA qui constituent des autres fonds propres, on les mettra en autres fonds propres selon les clauses du contrat et les conditions économiques de l'émission. Donc, si on considère que l'instrument n'est pas remboursable ou s'il s'effectue par émission à l'attribution d'un autre instrument de capitaux propres de la société émettrice ou que son remboursement est sous le contrôle exclusif de l'émetteur, dans ce cas-là, on le comptabilise en autres fonds propres. En revanche, on comptabilisera l'emprunt
en dette lorsque le contrat prévoit la possibilité de rembourser les obligations par des actions de la société mère de l'émetteur ou si le remboursement peut être déclenché par un événement hors du contrôle de l'émetteur. Donc, bien lire les contrats parce que ça peut avoir un impact pour la présentation entre dette et fonds propres. Alors maintenant, sous l'angle fiscal, quand on aborde les obligations, comme Lilian l'a bien rappelé, une obligation, ça reste forcément un titre de créance et un titre de dette. Donc en fiscalité, la première question qui se pose, c'est forcément la question de la rémunération de l'emprunt obligataire et le sort des intérêts que la société émettrice va payer au titulaire de l'instrument obligataire. Sur ce point, la doctrine fiscale est relativement claire. Elle pose le principe de la déductibilité des charges financières liées à l'emprunt obligataire dans sa doctrine. Néanmoins, je trouvais relativement intéressant de vous rappeler quand même de toujours bien regarder qui est le titulaire de l'instrument obligataire, parce que quand en fait le titulaire de l'instrument obligataire va être un associé ou une entreprise liée de la société émettrice, forcément on va se poser sous l'angle fiscal la question de l'application des dispositifs fiscaux de limitation de la déduction des intérêts des charges financières. Donc, dans cette présentation, je vous ai repris les deux principaux dispositifs. Le premier, bien sûr, c'est le dispositif relatif au taux qu'on trouve à l'article 39.1.3 du CGI ou 212.1a, qui nous dit effectivement que quand l'intérêt est servi à une entreprise associée mais non entreprise liée, on est forcément limité au taux d'intérêt qui est publié par l'administration fiscale. À titre d'illustration, je crois qu'il est à 5,41 pour le semestre 2 de l'année 2025. Donc, ce qui signifie que tout ce qui excède ce taux, quand il est versé à un associé non entreprise lié, l'intérêt est réintégré chez la société émettrice. Par contre, lorsque l'associé est considéré comme une entreprise liée, on se retrouve dans la possibilité de démontrer que le taux appliqué à l'emprunt obligataire est un taux de marché. Mais là, pareil, on a beaucoup de jurisprudence en fiscalité qui nous rappelle la nécessité de justifier le taux de marché et de disposer, bien sûr, d'une documentation circonstanciée de ce taux. À défaut de quoi l'administration fiscale s'estime en droit de réintégrer la quote-part des intérêts excédentaires. L'autre dispositif peut-être de la déduction des intérêts que je vous ai rappelé, c'est l'associé entreprise lié qui potentiellement, quand les intérêts lui sont versés, la société émettrice, elle peut être soumise au plafond de déductibilité des charges financières nettes. Donc ça, c'est l'article 212 bis et 223 b bis du CGI. Où en fait, quand les charges financières nettes excèdent 30% de l'EBITDA fiscal ou 3 millions d'euros, on a une réintégration. Ce plafond, il est descendu à 10% de l'EBITDA fiscal et à 1 million d'euros quand on est en situation de sous-capitalisation. Donc vraiment, mon conseil, quand il y a un emprunt obligataire, c'est toujours de regarder qui est le titulaire de l'instrument. Est-ce un associé? Et si c'est un associé, est-ce une entreprise liée? Alors, sur la notion d'entreprise liée, en pratique, on peut vraiment avoir des questions parce qu'en fait, en fiscalité, pour apprécier l'entreprise liée, on renvoie aux dispositions du 39.12 sur les redevances et on est très souvent interrogé au regard des accords contractuels pour savoir si finalement cet associé est ou non considéré comme une entreprise liée. Donc ça, c'est à mon avis le premier point de vigilance sous l'angle fiscal. Le deuxième point, mais ça, je reviendrai assez brièvement parce que Pauline l'a déjà envisagé sous l'angle comptable, c'est bien sûr toutes les obligations à prime. Sachez juste peut-être sur ce point que, bien évidemment, comme Pauline l'a dit, vous avez, en ce qui concerne les primes de remboursement, une option comptable entre l'activation et la comptabilisation d'une provision. De son côté, l'administration fiscale s'est toujours refusée à avoir l'option comptable, en considérant qu'en fait, on ne peut pas enregistrer une provision parce qu'au moment où on enregistre une provision lors de l'émission obligataire, en fait, on a un passif qui est un peu trop éventuel. Néanmoins, le Conseil d'État, dans un arrêt que je vous ai cité du 13 juillet 2011, a rappelé à l'administration fiscale qu'il existait bien une option comptable et qu'on a les dispositions, nous, du 38 quater de l'annexe 3 qui nous disent que normalement, la fiscalité suit les définitions du plan comptable général, sauf si les définitions du plan comptable général contrarient les règles d'assiette d'une imposition. Or là, tel n'est pas le cas. Donc, s'agissant des primes de remboursement, le Conseil d'État a rappelé à l'administration que, d'un point de vue fiscal, l'option est également ouverte.
Le dernier point, à mon avis, de vigilance sur les obligations, notamment sur les obligations convertibles sous l'angle fiscal, je vous ai simplement cité une jurisprudence parce que je la trouvais relativement intéressante. Elle est intéressante pour vous dire que quand on a une émission d'emprunt obligataire, il faut très souvent regarder tous les autres accords contractuels au-delà du simple instrument obligataire. Parce que dans cet arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 2024, c'est un arrêt qui concerne le secteur bancaire, l'administration fiscale, elle s'était aperçue que l'émission de l'emprunt obligataire qui était rémunéré à 9, il était en fait totalement sécurisé par des promesses d'achat et de vente, des options d'achat et de vente sur les titres obtenus au moment de la conversion. Et que globalement, les parties s'étaient complètement mis d'accord sur le prix de rachat des titres obtenus en conversion du fait du résultat de la conversion. Et donc, comme la rémunération, elle était en fait inférieure, l'administration fiscale, elle a dit, en fait, vous m'avez mis en place des OC pour contourner la règle relative au taux de rémunération. Donc, vous n'auriez pas dû rémunérer à 9, vous auriez dû rémunérer à 5. Donc, dans cette affaire qui a été analysée sous l'angle de l'abus de droit, le comité de l'abus de droit a dit effectivement, en fait, le montage contractuel mis en place atteste bien de l'absence de volonté du titulaire de l'instrument obligataire de rentrer au capital de la société. Et le Conseil d'État a donné raison à l'administration fiscale en considérant que l'ensemble contractuel avait privé de substance réelle la conversion. Donc, en fiscalité, les points de vigilance sur l'obligation, c'est vraiment le titulaire de l'instrument obligataire, la rémunération, toutes les primes qui rentrent et aussi l'ensemble contractuel. Donc, je pense, comme le disait Pauline, il y a vraiment une nécessité de rentrer dans la documentation contractuelle. Donc, voilà pour ces premiers éléments de développement sur la première valeur mobilière complexe qu'on a souhaité aborder autour des différents types d'obligations. On va passer maintenant sur la suite de nos typologies, sur les bons de souscription. Alors, en ce qui concerne donc, les bons de souscription, on est sur un instrument qui va permettre à son titulaire d'obtenir, par l'exercice d'une option, un titre futur. Donc, par titre futur, on pense notamment à un titre éventuellement de capital, donc le bon de souscription d'action, ou encore un titre de créance, en l'occurrence le bon de souscription d'obligation que, enfin, personnellement en tout cas, j'ai moins vu, mais qui, en fait, selon le même type d'exercice, va permettre de souscrire par la suite à un emprunt obligataire. Le principe du fonctionnement du bon, c'est que le bon va être détachable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, prévoir une émission du bon qui soit plus longue, par exemple, que la valeur mobilière dont il est susceptible d'être détaché. Donc l'idée étant finalement de permettre le détachement en fait des droits qui est attaché à la valeur donnant accès au capital et un fait générateur de la masse des porteurs finalement de valeurs mobilières complexes, donc, qui vont pouvoir se regrouper avec cette unité autour d'un même bon. En revanche, lorsque le bon est émis seul, le titre secondaire qu'il représente est un droit d'option qui peut être négociable, sauf disposition contraire du contrat. On verra par la suite que il existe des bons qui sont pour le coup incessibles, et je pense notamment aux BSPCE qui donc sont encadrés très spécifiquement et donc qui ne permettent pas les mêmes possibilités de cession. Donc le bon de souscription d'action va permettre à son titulaire de souscrire à une action future. Ce type de valeur mobilière permet un financement sur mesure pour la société qui y a recours. Le bon de souscription d'obligation va avoir un fonctionnement similaire au BSA, mais en permettant de souscrire non pas à un titre de capital, mais comme je disais, à une obligation future et donc à un titre de créance. On a donc une existence autonome de ces bons par rapport aux actions qui peuvent être souscrites par la suite. Et ça va permettre finalement d'attirer certains profils d'investisseurs avec une forte dimension spéculative, puisque on va mettre en place une valeur d'exercice qui sera finalement décorrélée de la valeur réelle par la suite.
Je passe au traitement comptable, c'est pour toi, Pauline. Hop. Alors, sur le traitement comptable des BSA, on considère en fait que lors de l'émission, c'est bon, ça engage la société à procéder à une augmentation de capital. Donc, de ce fait, le traitement comptable et le suivant, c'est contrepartie des bons enregistrés dans le compte 104, prime liée au capital, donc dans les capitaux propres. Et cette affectation, elle est définitive, même en cas de péremption des bons. Alors, il y a plusieurs informations qui sont à fournir dans l'annexe des comptes annuels dans le cadre de détention de BSA. Je ne vais pas, du coup, le spécifique, vous les aurez dans les slides, parce que je vois que le temps file. Et lors de l'exercice des bons, l'augmentation de capital en résultant est comptée comme une augmentation de capital en numéraire classique. Ensuite, on vous a mis un petit point d'attention CACADOC, mais on en parlera peut-être plus en détail sur le webinaire numéro 3. C'est qu'attention à l'incidence de l'émission de valeurs mobilières complexes sur la quote-part des capitaux propres. C'est un tableau que le CACADOC doit vérifier. Si jamais la société a émis d'autres instruments, il faut en tenir compte également pour présenter l'effet de la dilution. Et la NI 5 tome 3 est très très bien faite parce qu'il y a plusieurs exemples et il ne faut pas hésiter à s'y référer en cas de doute ou de question. Donc ça, là, c'est plutôt vraiment à titre, on va passer très rapidement dessus, mais c'est pour vous montrer un petit peu un éventail des différents outils qui peuvent exister, et notamment des instruments assez hybrides avec donc les obligations à bon de souscription d'actions, les obligations à bon de souscription d'obligations, ou encore les actions à bon de souscription d'actions. On a indiqué sur le support finalement le mode de fonctionnement, enfin ce à quoi donner droit ces différentes valeurs mobilières complexes. Mais encore une fois, c'est surtout un petit aperçu de ce qui peut être mis en place. On est vraiment sur l'outil sur mesure et très adaptable en fonction des besoins des sociétés. Alors, sur le traitement comptable des OPSA, on considère que les bons ont une valeur nulle en se fondant sur l'absence d'un point de vue juridique de dette de la société émettrice pour ce qui est des BSA. Donc, comment on les comptabilise à l'émission des OPSA? Ça sera un emprunt obligataire de façon classique et la contrepartie des bons n'est pas constatée. Lors de l'exercice des BSA, on fait l'augmentation de capital et à la péremption des BSA, aucune écriture. L'information à finir dans l'annexe est la même que celle que pour les BSA. Et sur les APSA, c'est le même raisonnement finalement. Donc, lors de l'émission des APSA, on fait l'augmentation de capital pour le nominal avec la prime d'émission pour les actions émises, BSA à valeur nulle. Lors de l'exercice des APSA, deuxième augmentation de capital et à la péremption des APSA, aucune écriture comptable n'est constatée. Donc voilà pour les instruments qu'on pourrait qualifier de non qualifiés, donc qui sont couverts par le régime général du Code de commerce. On a souhaité donc dans un nouveau temps aborder les instruments qualifiés avec des régimes spécifiques qui viennent préciser et encadrer les dispositions du Code de commerce, à commencer donc par certains instruments donc qui sont là plutôt des outils d'intéressement à l'attention de l'actionnariat salarié ou encore des dirigeants, et qui vont être utilisés comme des mécanismes de fidélisation, de motivation des équipes avec des régimes sociaux et fiscaux assez spécifiques. Ici, on est vraiment sur des mécanismes incitatifs qui vont viser à associer les salariés et les dirigeants dans des intérêts similaires à ceux de la société émettrice, avec donc pour objectif principal un alignement des intérêts entre les bénéficiaires, les actionnaires et éventuellement donc des investisseurs. Ça permet également de fidéliser l'équipe salariée, d'accroître l'attractivité de la société émettrice vis-à-vis de candidats potentiels dans le cadre de recrutement. Et l'idée ici va être finalement d'octroyer alors soit des actions ordinaires, des actions de préférence, ou encore d'émettre des valeurs mobilières qui vont donner accès au capital aux salariés ou aux dirigeants, avec une typologie
classiques qu'on va développer autour donc, des BSPCE, des stock options ou encore des actions gratuites et qu'on va démarrer tout de suite en commençant donc par un des outils finalement les plus utilisés récemment, notamment en ce qui concerne les startups, scale-up, etc., qui sont les bons de souscription de part de créateurs d'entreprises. Donc là, on est sur des bons qui sont assortis donc d'un régime fiscal et social spécifique et qui se veut donc avantageux en permettant aux salariés ou aux dirigeants donc d'acquérir des titres de capital à un prix de marché qui est fixé en amont par la société émettrice au moment de l'émission et surtout avec un prix d'exercice, enfin un prix plutôt d'émission qui est nul. Donc, c'est-à-dire que ce bon est attribué gratuitement à son bénéficiaire qui devra seulement régler le prix d'exercice en cas d'exercice. C'est un régime qui est particulièrement encadré, comme vous pouvez le voir dans les éléments qu'on a rappelés sur le support. Donc, il est destiné aux sociétés par action. Alors, en général, c'est surtout à destination des sociétés non cotées, et c'est également ouvert aux sociétés cotées qui auraient une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros. C'est adressé aux jeunes sociétés, donc inscrites depuis moins de 15 ans au registre du commerce et des sociétés. On est sur, en principe, une création d'activité, pas de reprise d'activité. Donc les sociétés qui seraient créées dans le cadre d'une restructuration, d'une concentration ou d'une extension ne sont en principe pas aptes à émettre des BSPCE. On doit également avoir un capital social qui est détenu à au moins 25% par des personnes physiques ou par des personnes morales type holding qui seraient elles-mêmes détenues à 75% par des personnes physiques. Comme évoqué, ces bons sont incessibles, à la différence des BSA plus classiques. Et les conditions relatives aux bénéficiaires, donc ces bons sont à destination de salariés ou de dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et peuvent également, dans le cadre d'un groupe de sociétés, s'appliquer aux filiales qui seraient détenues à 75% ou plus par la société émettrice. Alors, au niveau du traitement comptable des BSPCE, pareil, on ne va pas s'éterniser dessus. Il faut avoir en tête que tant que le bon n'est pas exercé, il n'y a aucune écriture qui n'est enregistrée. Et lors de l'exercice du bon, c'est à ce moment-là qu'on va comptabiliser l'augmentation de capital, donc comme le précise le mémento comptable. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a des informations qui sont particulières à fournir en annexe, on vous les a indiquées. Donc, il faut, jusqu'à la péremption des bons, que les modalités d'émission, donc le montant de l'émission, le nombre de bons, le prix d'exercice et la date limite d'exercice soient mentionnés. Pareil, quand il y a des mouvements sur les bons, donc le nombre de bons qui vont être exercés, annulés ou qui seront en circulation. Et puis, il faut aussi intégrer l'effet de la dilution potentielle sur le bénéficiaire par action, sur le bénéfice par action, pardon. Et puis, il faut avoir en tête qu'il y a des obligations déclaratives. Au niveau de l'intervention du CACADOC, ce qui est important, c'est que la loi Pacte a créé ses missions pour le CACADOC. Donc là, il faut se reporter à la NI 5, tome 6, c'est la page 18, on vous l'a indiqué, qui considère que les BSPCE sont des valeurs mobilières comme les autres et donc elles impliquent l'intervention d'un CACADOC. On va passer au régime fiscal maintenant. Alors, sur l'aspect fiscal du BSPCE, c'est un régime, comme le disait Lilian, qui est encadré. L'accès au régime fiscal suppose bien évidemment de respecter les conditions d'émission des BSPCE. Donc, on vérifie toujours les conditions d'émission des BSPCE parce qu'une condition non remplie fait tomber le régime fiscal pour sa totalité. Alors, dans les conditions qu'on regarde très souvent en pratique, c'est le fait de ne pas être né d'une restructuration, comme le disait Lilian, parce que c'est quand même des fois des conditions un peu difficiles d'appréciation. On n'est pas toujours dans des sociétés qui sont créées ex nihilo. Donc, c'est parfois une condition un peu difficile à appréhender. L'autre condition qu'on regarde beaucoup sous l'angle fiscal, c'est les structures de détention avec des multi-holdings, parce que comme on a juste l'admission d'un seul niveau d'interposition, parfois c'est un peu difficile d'aller valider que 25% du capital est détenu par des personnes physiques
quand on a des holdings interposés. C'est un peu le même sujet qu'on peut connaître, par exemple, sur le statut de la jeune entreprise innovante. Donc ça, c'est le premier point de vigilance en fiscalité, parce que si on considère que les critères du BSPCE pour être émis sont remplis, donc dans ce cas-là, le bénéficiaire du BSPCE, il a le droit au régime fiscal, on va dire, favorable. Ce régime fiscal, aujourd'hui, depuis les nouvelles dispositions sur les MANPAC, distingue 2 catégories de gains. Le premier gain, c'est l'avantage salarial. L'avantage salarial, c'est l'écart entre la valeur du titre à la date où le bon est exercé et le prix de souscription pour pouvoir convertir le BSPCE en actions. Cet avantage salarial, il a un régime fiscal favorable puisqu'il se voit appliquer le PFU de 30%. Il est d'ailleurs taxable uniquement au moment de la cession des titres remis en exercice des BSPCE, mais sous réserve que le bénéficiaire il ait 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise. À défaut d'avoir l'ancienneté dans l'entreprise au moment de la cession, dans ce cas-là, l'imposition se fait à un taux majoré de 30%. Donc, pour le coup, l'avantage salarial perd un peu de son attractivité fiscale. Ensuite, derrière, le deuxième gain, bien évidemment, ça va être le gain de cession, c'est-à-dire l'écart de valeur entre le prix de cession des titres et la valeur des titres au moment où le BSPCE a été exercé. Alors, on y reviendra très certainement en fin de webinaire, parce que pour le coup, le gain de cession des BSPCE, maintenant, relève du nouveau régime sur les management packages. L'autre point que je trouvais intéressant à aborder s'agissant des BSPCE, c'est bien évidemment la décote. La problématique de la décote, juste pour vous rappeler que de longue date, l'administration fiscale n'a pas admis les décotes. Elle se contentait juste de dire qu'on doit exercer à un prix qui correspond à la valeur réelle. Et d'ailleurs, on était très souvent bloqué s'il y avait eu une augmentation de capital dans les 6 mois précédant les BSPCE, où on était bloqué par la valeur de l'augmentation de capital. Bien évidemment, beaucoup de sociétés avaient remonté le point en disant que ça enlevait de l'attractivité aux BSPCE. Ça ne les mettait pas forcément, les BSPCE français, dans une situation très favorable à l'international. C'était beaucoup plus avantageux d'aller les faire au UK, d'aller les faire aux US. Donc, pour le coup, le gouvernement et l'administration fiscale ont tiré la conséquence en admettant la pratique d'une décote. Et le BOFIP aujourd'hui nous dit que sur les BSPCE, il y a 2 types de décotes admises, soit une décote d'illiquidité, soit en gros une décote de différentiel de droit. Différentiel de droit avec par exemple les AO, avec les ADP. Donc aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de BSPCE qui sont émis pour le coup avec des décotes. Néanmoins, toujours, on va dire, le même objectif en fiscalité. S'il y a des cotes, ça veut dire qu'il y a forcément une documentation justifiée pour montrer que la décote, elle a véritablement une raison d'être auprès de l'administration fiscale. Donc un autre type d'instrument qualifié, mais qu'on va aborder pour le coup beaucoup plus rapidement parce qu'il est, il est beaucoup moins utilisé et de moins en moins. La stock option ou l'option, elle va permettre donc aux salariés de souscrire, enfin en tout cas aux bénéficiaires de la stock option de souscrire ou d'acheter des actions à un prix qui est déterminé à l'avance et avec potentiellement un avantage et un gain, comme vient de l'évoquer Aline. Ce qu'il faut, enfin, les deux, enfin, l'outil du stock option par rapport il y a beaucoup de similitudes avec les BSPCE, puisqu'il s'agit dans un cas comme dans l'autre, finalement, d'un instrument qui est conçu spécifiquement à l'attention des salariés et des dirigeants pour leur permettre la souscription d'actions à un prix fixe qui soit déterminé à la date d'attribution des BSPCE ou des options. Toutefois, on n'a pas il n'y a pas eu de mise en place finalement de régime aussi avantageux pour les stock options que pour les BSPCE, ce qui fait qu'il y a une fiscalité donc moins favorable, un régime qui est aussi plus lourd à mettre en place. Il y a aussi une limitation sur la quantité finalement de stock options qui peuvent être émises pour limiter l'effet dilutif que pourrait avoir cet outil. Effectivement, on peut pas. Finalement, les options qui sont émises ne peuvent pas donner droit à la souscription d'un nombre d'actions qui excéderait le tiers du capital social.
Donc même si c'est un plafond qui reste relativement élevé par rapport à ce qu'on voit en pratique, même sur justement l'usage des BSPCE, où en général on est entre 10 et 15% selon les phases, selon les levées de fonds, enfin le stade de levée de fonds auquel on se trouve. On a préféré, il y a un plafond qui ne joue pas non plus en faveur de cet outil-là. Donc l'outil est plus compliqué, plus lourd, et donc beaucoup moins utilisé. Sous l'angle fiscal, je rejoindrai complètement Lilian. Les stock options, c'est quelque chose qu'on pratique vraiment plus beaucoup parce que la fiscalité est complètement trop dirimante. Dans la pratique, quand on va retrouver des stock options, c'est très souvent parce que c'est des plans étrangers ou dans le pays de la société émettrice, le stock option se fait et on a été en incapacité de le transposer avec un régime de BSPCE. Soit on va se retrouver avec des plans de stock option pour certains qui sont quand même anciens à l'époque où on en faisait encore un peu, mais c'est vraiment quelque chose qui devient assez rare. Donc voilà, la fiscalité a un peu exclu l'intérêt du mécanisme. Oui, non. Et donc, on va passer, enfin voilà, après de passer assez rapidement sur les stock options, on va passer sur un autre instrument qualifié pour le coup qui connaît un certain succès, qui sont les attributions d'actions gratuites, qui là aussi bénéficient d'un cadre relativement strict du Code de commerce aux articles 225, 197-1 et suivants du Code de commerce. Là, on a un système dans lequel le bénéficiaire n'a strictement aucun risque, puisque l'idée qu'il va bénéficier finalement d'une action donc, gratuite, ça représente évidemment, à la différence des BSPCE, un coût pour la société, mais en revanche, la prise de risque qu'on peut identifier dans l'émission d'un BSPCE, puisque finalement l'évolution de la valeur peut finalement jouer sur le gain qui serait fait ou non par le bénéficiaire, d'autant qu'il y a un prix d'exercice qui devra être réglé au moment de l'attribution définitive, enfin de l'exercice du BSPCE. Ici, on est dans une hypothèse où finalement on attribue gratuitement l'action à son bénéficiaire. Donc les bénéficiaires, ce sont les salariés ou les mandataires sociaux, donc que ce soit le président directeur général, le président, un membre du directoire ou du conseil d'administration. On a également, de la même façon que pour les stock options, des plafonds qui existent pour l'attribution d'actions gratuites. Il y a des plafonds individuels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attribuer des actions aux salariés ou à des mandataires sociaux qui posséderaient plus de 10% du capital social ou qui, du fait de cette attribution, dépasseraient ce plafond de 10%. Alors, il y a une petite nuance là-dessus, c'est qu'on prend en compte uniquement les titres qui sont déjà détenus par les mandataires ou salariés depuis moins de 7 ans. Donc, par exemple, un dirigeant qui détiendrait des actions depuis plus de 7 ans, pour déterminer ce plafond de 10%, on ne tiendrait pas compte de ces titres. Il y a aussi un plafond global sur le nombre total des actions gratuites qui peuvent être attribuées. En principe, on ne peut pas excéder 15% du capital social à la date de l'attribution. Il y a toutefois des possibilités de relever ces plafonds jusqu'à 30 ou 40% en fonction des types d'attributions qui sont faites et notamment de ce qu'on appelle les attributions démocratiques, c'est-à-dire proposées finalement à une large partie du personnel salarié de la société émettrice. Encore une fois, donc comme pour les BSPCE, un cadre juridique assez strict, notamment en ce qui concerne les périodes d'acquisition et de conservation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on émet les attributions d'actions gratuites, enfin les actions gratuites qu'on va attribuer donc à différents bénéficiaires. Il y a une obligation, il y a une période d'acquisition donc pendant laquelle le bénéficiaire ne devient pas finalement associé de la société émettrice. Donc, cette période d'acquisition peut être modulée par l'Assemblée générale, mais elle doit être au minimum d'1 an. Donc pendant cette période, l'attributaire n'a qu'un simple droit de créance incessible sur la société émettrice et il n'a aucun droit d'associé. Et ensuite, l'Assemblée générale va fixer une durée minimale de conservation qui va permettre à son expiration une attribution définitive. Et il faut noter à ce sujet que la durée cumulée de la période d'acquisition et de conservation est d'au moins 2 ans.
C'est finalement à l'issue de cette période de minimum 2 ans qu'on pourra procéder, enfin, que finalement l'attribution définitive des actions aux salariés pourra être réalisée via l'augmentation de capital. Donc ici, on a donc une augmentation, enfin voilà, une formalité d'augmentation de capital qui sera réalisée, donc avec un schéma qui peut être potentiellement un peu plus lourd que des BSPCE, où finalement, même si le salarié acquiert son droit d'exercice, en général, l'exercice n'a lieu que lors d'un événement de liquidité, et donc ça évite des formalités, notamment d'augmentation de capital, qui entraînent une certaine lourdeur. Donc, on va passer au traitement comptable. Donc là, c'est pareil, compte tenu de l'heure, on ne va pas s'attarder, vous aurez le support. D'ailleurs, on a oublié de vous le préciser, comme c'est une formation CAC 120, vous aurez un quiz à remplir à l'issue de la formation et il vous sera communiqué, je pense, semaine prochaine. Et à l'issue du quiz et du questionnaire de satisfaction, vous aurez le support. Donc, concernant les AGA et le traitement comptable, donc là, il y a une attention particulière qui est à regarder pour savoir si cette obligation va générer un passif ou un passif éventuel ou non. Donc là, quand on est sur des attributions gratuites à émettre, il n'y a aucune charge de rémunération qui doit être constatée au titre de l'avantage qui est accordé au personnel. Et si on est dans un cas d'attribution gratuite d'actions existantes, dans ces cas-là, l'entreprise doit traduire dans ses comptes le fait que l'opération donnera lieu à la date de remise des actions aux bénéficiaires à une sortie de ressources sans contrepartie équivalente attendue. Donc là, rendre en ligne de compte la comptabilisation d'une provision. Donc, on vous a rappelé quelles étaient les conditions de constitution d'une provision. Donc, elle doit être constatée dès que la sortie de ressources est probable ou certaine. Donc là, on vous a rappelé les textes du PCG. Et donc, le caractère probable ou certain s'apprécie en fonction soit de la décision d'attribuer des actions de racheter sur le marché. Donc là, il va y avoir une définition des modalités d'attribution qui va être faite, ou dans ces cas-là, il est possible de différer la décision, ou sinon, il y aura une probabilité de remise des actions aux bénéficiaires. Et dans ces cas-là, le caractère probable de la sortie de ressources dépend de l'appréciation à la date de clôture de la réalisation des éventuelles conditions de présence et de performance prévues par le plan. Là-dessus, donc, concernant le montant à approvisionner, il va falloir regarder 2 éléments. D'abord, le coût d'entrée des actions à la date de leur affectation au plan d'attribution. Et ensuite, le nombre probable d'actions qui seront remises aux bénéficiaires. À partir de là, on attire votre attention sur le fait qu'il y a un étalement obligatoire de la provision. Donc, la provision doit être étalée lorsque le plan conditionne la remise des actions aux bénéficiaires à leur présence dans l'entreprise à l'issue d'une période future, donc, qui est à déterminer. Et la provision est étalée sur la période pendant laquelle les bénéficiaires rendront ces services, donc leur travail, à la société. Donc, l'étalement va être linéaire sur la période d'acquisition des droits. Donc, quand il n'y a pas de conditions de présence, dans ces cas-là, il n'y a pas de charge à étaler et c'est immédiatement comptabilisé dès la décision d'attribution. Au niveau de la comptabilisation de la provision, donc c'est un élément de rémunération donc, pour le bénéficiaire et elle doit être comptabilisée en charge de personnel par le crédit d'un sous-compte d'un compte de classe 15. Donc, la provision est déductible fiscalement et on vous a précisé les cas particuliers des plans de groupe et on vous précise que pour la présentation de la charge, pour les exercices auxquels est appliqué donc, le règlement ANC 2022-06 relatif à la modernisation des états financiers, l'enregistrement de la provision ne se fait plus par l'intermédiaire d'un compte de transfert de charges et donc il y a un reclassement vers le poste salaire et cotisation sociale qui doit être réalisé. Donc, au niveau du CACADOC, là, il y a un rapport qui est à présenter à l'Assemblée qui autorise l'attribution gratuite des actions. On vous a rappelé la référence du Code de commerce. Et pour les sociétés qui ne sont pas dotées d'un CAC, donc pour l'émission de CACADOC, il y a donc un rapport spécial qui est établi. Et donc, on vous renvoie vers la note d'information numéro 5, tome 4. On vous a mis les paragraphes qui vont bien, ainsi qu'on vous a indiqué l'exemple de rapport à utiliser. Et donc, quand on vous précise qu'il n'y a pas de rapport complémentaire lors de l'attribution, donc ça, c'est prévu par les textes légaux et les réglementaires qui n'exigent pas de rapport complémentaire. Au niveau du régime fiscal, je passe la parole à Aline.
Alors, sur les AGA et les aspects fiscaux, alors dans la même veine que pour les BSPCE, la première chose qu'on regarde, c'est la satisfaction des conditions du Code de commerce, parce que de nouveau, comme le régime fiscal, il est encadré, il suppose que le régime légal soit totalement rempli. Sinon, forcément, le plan d'AGA va tomber. En particulier, on a sujet dans des plans internationaux où on fait des adaptations de plans juste pour les considérations fiscales françaises. Le point qui me paraît être aussi un point d'attention, c'est aussi les obligations déclaratives, parce qu'il y en a en AGA comme en BSPCE au niveau de la société émettrice, et assez souvent, la société émettrice est en manquement de ses obligations déclaratives, notamment en manquement de déclaration du gain d'acquisition en DSN, ce qui peut vraiment poser un petit sujet sous l'angle fiscal et bien sûr du côté de l'URSSAF. Alors ensuite, lorsque les conditions du régime d'AGA sont remplies, fiscalement c'est pareil, on va distinguer deux catégories de gains, le gain d'acquisition, le gain de cession. Le gain d'acquisition, forcément, c'est la valeur des titres à la date où les titres sont remis gratuitement aux bénéficiaires, salariés ou dirigeants, comparé à zéro, puisque finalement on lui remet totalement gratuitement. Ce gain d'acquisition, il est taxable favorablement jusqu'à 300 000 € parce qu'il bénéficiera d'un abattement de 50%, puis sera soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, augmenté bien sûr de la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine à 17,2. Donc on peut se retrouver quasiment à une imposition de, on va dire, 39,7% de cette partie inférieure à 300 000 €. Par contre, quand il excède 300 000 €, on perd l'abattement de 50%, on est taxable sur le gain d'acquisition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. On prend la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité à 9,7, plus la contribution salariale à 10. Donc là, pour le coup, le gain d'acquisition, il devient taxé à 64,7, donc c'est plus du tout très, très favorable en termes de gain d'acquisition. Autre point important, mais ça c'est du côté de la société émettrice, elle doit la contribution patronale dans le mois qui suit l'attribution gratuite des titres aux salariés et aux dirigeants. Cette contribution salariale qui était à 20 lors de la dernière loi de finances, elle est passée à 30 à compter du 1er mars 25. Donc forcément pour la société émettrice, c'est un petit peu coûteux de cette contribution patronale. Ensuite, sur le gain de cession, c'est l'écart de valeur entre le prix de cession des titres et la valeur des titres au moment où ils ont été remis gratuitement à leurs bénéficiaires. Et ça, on y reviendra en toute fin de webinaire. Ce gain de cession, il est soumis aux nouvelles dispositions de management package. Ensuite, en lien avec le traitement comptable, du côté de la société émettrice, bien évidemment, on distingue suivant que les titres remis gratuitement sont issus d'une augmentation de capital ou préalablement rachetés. Lorsqu'ils sont préalablement rachetés, ça pose la question de la déduction de la moins-value, puisqu'en fait, la société, elle va racheter des titres alors qu'elle va les remettre gratuitement, donc elle va réaliser une moins-value qui est déductible fiscalement. En revanche, ne sera pas déductible la moins-value complémentaire, c'est-à-dire s'il y a un laps de temps qui s'écoule entre le rachat des titres et la remise à leurs bénéficiaires, la moins-value complémentaire ne sera pas déductible. Sur la provision, je rejoins totalement Marine sur la déductibilité fiscale. Bien évidemment, nous, ce qu'on regarde, c'est l'estimation fiable pour être sûr de valider la déduction au regard de nos dispositions du CGI. Ensuite, quand les titres sont remis non pas du fait d'un rachat, mais du fait d'une augmentation de capital, normalement, ça ne crée pas de charge. Néanmoins, le Code général des impôts nous autorise à faire une déduction extra-comptable sur l'état 2058A. Néanmoins, cette déduction extra-comptable, elle est très, très restrictive. Elle est ouverte, à mon sens, à assez peu de plans d'AGA, puisqu'il faut que le plan d'AGA soit démocratique. Et ensuite, il faut respecter certains critères d'attribution des actions gratuites aux salariés. On ne peut pas utiliser tous les critères qu'on veut. Donc, en général, ce n'est pas des déductions que je vois régulièrement pratiquées, sauf cas d'émission d'AGA dans des grands groupes. Dernier propos sur les AGA, pour faire le lien avec la dernière partie sur les management packages. Les AGA, c'est à l'origine des outils qu'on n'utilisait pas trop pour les manpack parce qu'on les trouvait un peu contraignants. On les trouvait contraignants parce que, globalement, les titres étaient remis gratuitement. Donc, on n'incentivait pas vraiment les bénéficiaires qui se voyaient remettre les titres sans contrepartie financière de leur part.
On trouvait que c'était aussi un petit peu coûteux pour la société émettrice avec la contribution patronale. Ensuite, on était quand même enfermé dans les règles du Code de commerce parce qu'on ne peut pas émettre des AGA sur l'entièreté du capital. Et on se disait qu'il y a la période de conservation, il y a la période d'acquisition, donc on a une période minimale de 2 ans, ce qui ne les rendait pas très flexibles. Néanmoins, les AGA ont connu, du fait de la jurisprudence fiscale, entre autres, on va le voir, un regain d'intérêt pour la structuration des management packages parce que ça reste quand même un régime qui est totalement encadré par le Code de commerce et le Code général des impôts. Ce qui nous permet on va dire, d'embrayer directement sur les management packages. Donc effectivement, comme vient de l'amorcer Aline, on va partir enchaîner sur le sujet des management packages avec donc ce qu'on désigne par management package finalement c'est l'idée de permettre au manager d'une société d'entrer au capital social. Donc c'est un outil qui est particulièrement utilisé pour favoriser la réalisation des opérations de LBO. Donc voilà, je disais que c'était un outil qui est particulièrement utilisé pour favoriser la réussite des opérations de LBO. Donc, pour cette raison, on a souhaité vous présenter très rapidement voilà, ce qu'on entend par présenter le mécanisme de LBO et l'intérêt qu'il peut y avoir pour finalement en découler les éléments relatifs au management package. Donc, l'idée, c'est que dans le cadre de l'acquisition d'une société cible, par exemple, on va constituer une autre société de reprise ou de rachat qui va être créée spécifiquement dans ce but-là, avec l'idée de pouvoir finalement, en passant par un financement, par un crédit, procéder à l'acquisition de la société cible. Étant entendu que les excédents de trésorerie qui sont dégagés par la société cible seront ensuite remontés à la société holding qui a permis l'acquisition, sous la forme de dividendes ou encore à travers une convention de management fees, par exemple, qui viendrait rémunérer des services rendus par la société de tête, la holding, à sa filiale. Donc ce type de montage, c'est ce qu'on désigne finalement par le LBO, qui signifie donc leverage buyout, et qui donc a un certain nombre de leviers attractifs pour la société qui y aurait recours, à commencer donc, comme on l'a déjà évoqué, un levier financier intéressant. L'idée étant évidemment du coup que les remontées qui vont pouvoir être effectuées entre la société cible et sa mère soient suffisants pour finalement couvrir le crédit qui aurait été contracté par la holding. A contrario, il n'y a pas vraiment d'intérêt à passer par un tel schéma. Donc, il y a évidemment une étude à faire sur ce point-là d'un point de vue financier pour bénéficier de la trésorerie suffisante pour pouvoir rembourser le crédit qui a été contracté. C'est aussi finalement un outil qui peut être intéressant au-delà du levier financier d'un point de vue juridique, puisque finalement la holding, pour détenir le contrôle de la société cible, n'a besoin, enfin en tout cas à voir en fonction évidemment de la rédaction des statuts, mais globalement d'une majorité simple, c'est-à-dire de détenir 51% des droits de vote et du capital de la société cible, ce qui a permis de mettre en place parfois des schémas de holding en cascade pour permettre, en ne détenant finalement que 50% de la société mère, de faciliter finalement le contrôle d'une société cible. Il y a également un levier fiscal que je laisse peut-être Aline évoquer rapidement. Oui, rapidement, parce que je pense que c'est des sujets que vous maîtrisez. L'effet, bien sûr, fiscal du LBO, c'est essentiellement d'être capable de remonter les dividendes de la société cible sous le régime mère-fille, pour ne taxer effectivement qu'une quote-part de frais et charges de 5%, donc maximiser la capacité à rembourser l'emprunt de la holding de reprise. Et l'autre grand intérêt fiscal, c'est bien évidemment la mise en place d'une intégration fiscale, holding et la société cible, qui aura pour effet, bien évidemment, d'organiser la compensation des résultats bénéficiaires et déficitaires des sociétés qui appartiennent au groupe, et puis de réduire aussi la quote-part de frais et charges à 1%. Donc voilà, l'idée, c'est de maximiser les capacités de la holding à satisfaire la dette de LBO globalement.
Et donc, c'est dans ce cadre-là, finalement, que on va souvent, dans ce type d'opération, chercher à associer les dirigeants à l'opération de LBO via la mise en place donc, de management package qui vont être négociés avec les investisseurs financiers pour permettre une prise de participation dans la holding de reprise des dirigeants. Donc, ces dispositifs donc, qui peuvent s'adresser aux dirigeants, mais également à des cadres qu'on aura spécifiquement identifiés avec des pouvoirs de direction, voire à certains salariés. L'idée est de pouvoir finalement regrouper ces salariés, ces dirigeants identifiés au travers d'une société ad hoc, donc ce qu'on appelle souvent les ManCo, qui va permettre finalement d'isoler au sein de la holding de reprise ces cadres dirigeants. Le management package va permettre d'identifier également le moment de débouclage du LBO à travers l'attribution de BSA ou encore d'options contractuelles ou d'instruments qui vont permettre d'accroître la participation des managers en cas de succès, donc avec des mécanismes d'incentive pour impliquer encore plus les dirigeants. Donc ces dirigeants, ils vont être liés évidemment à la société via éventuellement un mandat social ou un contrat de travail donc au sein de la holding et tout un tas finalement de clauses opérationnelles pour s'assurer de sa motivation au travers donc, de clauses de good ou de bad liver ou encore de non-concurrence. Alors, sur les enjeux fiscaux des management packages, alors pour faire un rapide, parce que je vois qu'il ne nous reste que 5 minutes, il y a encore quand même pas mal de choses sur les management packages. Bien évidemment, l'enjeu, quand le titulaire de l'instrument, c'est un salarié ou un dirigeant de la société, c'est d'essayer de sortir en régime de plus-value de cession. Sauf que depuis, on va dire, une dizaine ou une quinzaine d'années, l'administration fiscale tente de remettre en cause ce régime de sortie en plus-value pour considérer que les gains que font les bénéficiaires salariés ou dirigeants se présentent plutôt comme des gains de nature salariale. Donc, si on veut peut-être aller un peu vite, je ne vais pas reprendre l'intégralité de la jurisprudence fiscale relative au management package parce qu'elle est fournie, elle est complexe, elle est très variée parce que forcément, il y a tellement de variétés sur le plan juridique qu'en fiscalité, le contentieux, le contrôle et le contentieux ont appréhendé des situations extrêmement variées. Néanmoins, si on essaie de brosser les quelques grandes étapes de la jurisprudence. Ça se voudra synthétique, ça se voudra pas exhaustif. Néanmoins, on peut dire que fiscalement, on va dire dès le début des années 2010, l'administration fiscale, elle commence à s'intéresser à des schémas type contractuel, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît comme des promesses, comme des conventions de partage de plus-value, où en fait, via les systèmes mis en place de promesses, l'administration fiscale constate que les bénéficiaires se voient prémunis contre le risque de perte. Et donc, c'est à partir de ces schémas d'ordre contractuel que l'administration fiscale commence à considérer que le gain doit être requalifié en salaire. Donc, le premier arrêt fondateur en fiscalité, c'est Galiochet de 2014. Ensuite, on a des arrêts sur d'autres schémas contractuels que je vous ai cités, mais je ne rentrerai vraiment pas dans les détails parce que je pense que l'intérêt, c'est de parler du nouveau régime. Ensuite, l'administration fiscale, elle s'est intéressée aussi au-delà des schémas contractuels, à des instruments non qualifiés, type des BSA, type des ADP, où, en fonction des circonstances, elle identifiait en fait que le gain était lié à la qualité de dirigeant. Soit parce que le dirigeant, il était à la fois le dirigeant de la société et le dirigeant de la société de la société d'une autre société associée. Là, je vous ai cité un arrêt de cour administrative d'appel où on voit véritablement bien que le dirigeant, il s'était complètement prémuni contre une perte de son investissement via un schéma de BSA. Donc, ça avait été requalifié. L'administration fiscale, elle s'intéressait aussi, pour vous dire à quel point, en fait, elle regarde un peu tout, elle s'était aussi intéressée aux interpositions de holding. Alors, c'est pareil, sur les interpositions de holding, il y a autant de variétés que de variétés d'instruments. On peut se retrouver avec des holdings unipersonnels, pluripersonnels, à l'IS et à l'IR.
Mais l'administration fiscale, elle regarde toujours, notamment dans ses schémas d'interposition, si l'interposition est justifiée ou si, au contraire, il n'est pas là pour éluder la charge fiscale et sécuriser le management package. Donc, au-delà de la simple requalification du gain, l'administration fiscale, elle a, dans certaines circonstances, été sur l'abus de droit, ce qui n'est pas sans conséquence d'un point de vue financier, parce que les pénalités ne sont pas du tout les mêmes. Donc, en tout cas, on se retrouvait, on va dire, à la fin des années 2010, avec beaucoup de jurisprudence, une variété importante de cas vus par l'administration fiscale, jusqu'à ce qu'on arrive aux arrêts du 13 juillet 2021 du Conseil d'État qui concerne des BSA, où là, c'est des arrêts d'assemblée plénière, donc c'est la formation la plus solennelle du Conseil d'État, et là, le Conseil d'État est venu donner sa grille d'analyse des management packages en distinguant bien les différentes catégories de gains qui étaient faits à l'occasion d'un man-pack, à la fois des gains quand on entre, quand on fait des gains d'acquisition, des gains d'exercice, et le gain de cession. Et ensuite, dans ces arrêts-là, le Conseil d'État, donnait aussi tout un tas d'indices, de marqueurs, de liens du gain avec l'exercice des fonctions. Typiquement, dans une des décisions là, du 13 juillet 2021, on avait des cas où globalement le BSA était défini comme le mécanisme de rétrocession de la super plus-value. Donc ça, c'est ces trois arrêts qui ont été des arrêts qui ont marqué un tournant de la jurisprudence par cette grille d'analyse délivrée par le Conseil d'État et qui ont beaucoup changé après la pratique des management packages. De son côté, la Cour de cassation, elle n'était pas vraiment en reste. Donc, la Cour de cassation, elle se montre en matière de cotisation sociale autonome du Conseil d'État et sa position était extrêmement sévère. Les arrêts 2019, Lucien Barrière ou 2023 sont des arrêts où, en matière de cotisation sociale, la Cour de cassation considère qu'à partir du moment où le gain il est fait en contrepartie et il a un lien avec l'exécution du contrat de travail, c'est soumis aux cotisations sociales. Donc, c'était une position extrêmement sévère de la Cour de cassation qui a forcément mis les sociétés émettrices dans une situation de forte insécurité sociale parce que l'enjeu, c'était la soumission aux cotisations sociales. Donc, en fait, ça enlevait tout l'intérêt au système des management packages. Donc, on s'est retrouvé en 2021, début des années 2020, dans cette situation d'arrêt fondateur du point de vue du Conseil d'État, d'arrêt extrêmement sévère de la Cour de cassation, ce qui fait que ça a laissé planer sur les management packages un sentiment d'insécurité fiscale et sociale, que ce soit pour les entrants, que ce soit pour les sortants des dispositifs de management package, que ce soit pour la société émettrice. On a vu dès 2021 les pratiques se modifier un peu. Bien sûr, on a abandonné en un temps les BSA. On a vu certaines clauses dans les documents contractuels disparaître, les clauses de good liver, de bad liver, toutes ces clauses de sanction, on les a vues disparaître. Ne parlons même pas des clauses de non-concurrence. Là, on les a pour le coup reléguées dans les contrats de travail. Et donc, voilà, l'insécurité était là et ça a entraîné aussi forcément une migration des management packages vers des instruments plus qualifiés. Donc, c'est pour ça que les AGA sont revenus, les BSPCE. Et puis, on a vu des dispositifs qu'on a décrits rapidement dans la slide suivante, de ratchet, de sweat equity, donc des instruments très, très financiers. Je passerai très vite parce que je pense qu'après, il faut vraiment parler de ce nouveau régime. Donc, voilà, retenez peut-être qu'après 15 ans de jurisprudence un peu abondante, voilà, on se retrouvait dans une situation d'insécurité. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené le législateur lors de la dernière loi de finances de 2025, publiée 14 février 2025, à s'emparer du sujet pour tenter de mettre fin à toutes ces incertitudes, de manière, on va dire, avec plus ou moins de succès. Alors là, c'est juste un petit mot avant, justement, pour laisser Aline souffler, avant d'enchaîner justement sur le nouveau régime, parce qu'on a évoqué sur certains mécanismes, effectivement, les actions de préférence. Donc évidemment, les actions de préférence entrent pas en tant que telles que dans la catégorie des valeurs mobilières complexes, en ce que ce n'est pas systématiquement des valeurs composées avec un titre primaire et un titre secondaire. En revanche, elles sont très utilisées en tant que titre secondaire, notamment
pour conférer certains droits, qu'ils soient financiers ou politiques, à leurs bénéficiaires dans le cadre d'une émission obligataire, par exemple, ou d'une autre valeur mobilière. Évidemment, le but est donc d'attirer tout type d'investisseurs en modulant leur pouvoir politique ou financier, en préservant, par exemple, les droits aussi d'actionnaires qui étaient des actionnaires historiques. Et donc, sans tarder, on enchaîne tout de suite sur le nouveau régime lié au management package. Donc oui, comme on l'évoquait il y a quelques minutes, le nouveau dispositif, donc il est issu de la dernière loi de finances, il a été inséré à l'article 163 bis H, donc l'article après les BSPCE, et donc il fixe le nouveau dispositif des management packages dans un but de sécuriser fiscalement et socialement à la fois les émetteurs et à la fois les porteurs de tels instruments. Je vous dirais juste que les commentaires de l'administration fiscale ont été publiés le 23 juillet 2025. Aujourd'hui, ils sont encore en consultation publique jusqu'au 22 octobre 2025. Donc aujourd'hui, ils sont pas définis. Enfin, ils sont applicables. Néanmoins, il y a eu beaucoup de commentaires. Donc on devrait avoir une version dans les semaines à venir révisée du BOFIP parce qu'il n'est pas sans évoquer beaucoup d'interrogations. En gros, s'il faut retenir, à mon avis, 2 éléments sur le nouveau dispositif, c'est que le nouveau dispositif, il entre vraiment dans une approche très mathématique. Parfois, c'est des approches comme ça de Bercy, où pour éviter tout doute ou tenter de lever des insécurités, ils adoptent des approches mathématiques. On l'a sur les charges financières, et bien là, on l'a sur les management packages. Où en gros, l'administration fiscale, elle nous dit, le nouveau dispositif nous dit que tant qu'on fait 3 fois globalement la performance financière, un multiple de 3 fois la performance financière, ben on restera toujours en régime de plus-value et au-delà, on passera en régime de traitements et salaires. Au-delà de l'approche mathématique, le nouveau dispositif, il marque également quand même un changement de paradigme. Parce qu'avant, on disait, par principe, c'est une plus-value, sauf si on démontre qu'il y a un lien avec les fonctions, ça va devenir un traitement et salaires. Non, là, c'est un peu différent, c'est un traitement et salaires. Mais si on est en dessous du seuil, on a le bénéfice du régime de la plus-value. Donc, c'est un peu différent. En tout cas, le nouveau dispositif, il s'applique à toutes les cessions, conversions, depuis le 15 février 2025, donc la date de publication de la loi de finances. Alors, ce nouveau dispositif, il s'applique globalement à tous les salariés, tous les dirigeants. Ça peut être la société émettrice, la société mère, une filiale de la société émettrice. Il s'applique absolument à toutes les valeurs mobilières composées dont on vient de parler, les actions ordinaires, les actions de préférence, tous les types de bons, tous les types d'obligations, sauf les obligations simples. Et il s'applique aussi ce nouveau régime à tous les instruments réglementés, BSPCE, AGA, Stock Option. Par contre, il ne concerne pas les gains d'acquisition, il concerne que les gains de cession. Mais en tout cas, les instruments réglementés sont dans le champ d'application du nouveau dispositif. Et pour être dans le champ d'application du nouveau dispositif, il faut détenir les titres depuis au moins 2 ans et il faut que les titres présentent un risque en capital. Ça, c'est les conditions, on va dire, du champ d'application du nouveau dispositif. Ensuite, que nous dit ce nouveau dispositif? Il nous dit qu'à partir du moment où le gain va être en lien avec l'exercice effectif des fonctions, il rentrera dans le champ d'application du 163 bis H. Alors, comment on va démontrer la contrepartie à l'exercice des fonctions? Le BOFIP, pour le coup, se contente de reprendre les marqueurs du Conseil d'État. Certains avaient espéré que globalement, les marqueurs allaient être hiérarchisés et non, l'administration fiscale ne va pas se lier les mains. Elle se contente de considérer que certains marqueurs sont là pour démontrer l'existence du lien avec les fonctions, mais ça restera en tout état de cause une analyse casuistique. Là, il y a ça, et pour le coup, il n'y a pas de débat. Le BOFIP renvoie lui-même aux arrêts du 13 juillet 2021. Donc, sur les marqueurs, on restera de la même manière, comme antérieurement avec la jurisprudence du Conseil d'État. Le BOFIP vise même tout ce qui est mécanisme financier, de ratchet, de sweat equity, où là, on considérera que le lien avec l'exercice des fonctions est établi. Ensuite, sur l'approche, comme on le disait, mathématique,
Une fois qu'on considère que l'instrument est dans le champ d'application, que le gain il est en lien avec l'exercice des fonctions, pour le coup, son régime fiscal va être, on va dire, hybride. Soit le gain net de cession n'excédera pas 3 fois la performance financière de l'entreprise émettrice, et là, il bénéficiera du régime de plus-value, soit il excédera ce plafond et il sera taxable en traitements et salaires. Alors, à mon avis, le point le plus important pour vous et à mon avis le plus intéressant de la réforme, c'est globalement comment apprécierons-nous le multiple de performance avec 3 fois sur la période de référence. La seule chose qu'on a aujourd'hui dans les commentaires du BOFIP, c'est qu'on considère que la valeur réelle de l'entreprise, ce sera la valeur réelle de ses capitaux propres, réajustée des dettes vis-à-vis des entreprises liées. Alors, cette nouvelle notion qu'on n'a pas du tout dans le BOFIP à l'heure actuelle de valeur réelle des capitaux propres pose beaucoup de questions. Forcément, dans le cadre de la consultation publique, beaucoup de questions vont être posées sur cette notion, sur comment elle doit être déterminée. Mais en tout cas, aujourd'hui, le BOFIP, il est extrêmement sommaire sur ce qu'on doit entendre de la valeur réelle des capitaux propres. D'autant que ce point est important, c'est qu'il faudra calculer la valeur de l'entreprise à la date d'entrée dans le dispositif et à la date de sortie du dispositif pour voir pour appliquer la formule. Donc, je vous ai mis en fin de slide la formule pour voir si globalement, l'instrument a fait un x3 sur la période considérée. Donc, on sera vraiment dans une approche très valorisation qu'on n'avait pas avant et très approche pour le coup mathématique. Ensuite, sur les points, là, je vous ai juste rappelé les conséquences qu'il y aura à taxer une partie du gain globalement en salaire. Là, pour le coup, le bénéficiaire, il s'expose à 45% d'impôt sur le revenu, la CEHR, la CDHR, plus 10% de contribution salariale. Alors, ce point, il est très important parce que le nouveau dispositif, il sécurise les entreprises émettrices, puisque globalement, antérieurement, avec la jurisprudence de la Cour de cassation, on risquait les cotisations sociales classiques. Là, pour le coup, le gain net de cession soumis aux traitements et salaires se verra appliquer la contribution salariale de 10%. Donc, en ce sens, le nouveau dispositif, il sécurise les entreprises émettrices. Mais petit bémol à ça, c'est que l'application de la contribution salariale de 10% n'est applicable que jusqu'au 31 décembre 2027. Donc, aujourd'hui, la sécurisation des entreprises émettrices, elle a un peu une date limite du 31 décembre 2027. Après, globalement, nul ne le sait. Cette slide, c'est tout simplement pour vous dire que le BOFIP étant encore en consultation publique, il pose encore énormément de questions. Par exemple, il pose la question de comment appliquerons-nous le prélèvement à la source sur la partie du gain qui est soumise aux traitements et salaires, comment on calculera, comme on l'a dit, les capitaux propres, la valeur réelle de la société, comment on calculera quand le détenteur détient une pluralité de titres, acquis à des dates différentes, et quand il y a une pluralité d'opérations. Donc ça, on sera fixé dans les semaines à venir. En tout cas, je pense que pour conclure un peu sur les management packages, le point, à mon avis, c'est qu'aujourd'hui, le régime fiscal ayant évolué, on a vraiment évolué vers une approche de valorisation. La valorisation, c'est quelque chose, c'est un vrai enjeu fiscal qui irrigue déjà largement le contentieux fiscal et qui aujourd'hui va pénétrer le sujet des management packages. Donc, à voir comment ensuite la structuration juridique évoluera dans ce nouveau cadre fiscal. Donc là, on vous a simplement, je ne vais pas m'étaler dessus, mais simplement prévu un tableau de synthèse sur le cadre juridique, notamment des différentes typologies de valeurs mobilières complexes qu'on a pu aborder, sans rentrer dans le détail des éléments fiscaux, mais en tout cas sur les aspects pratiques et juridiques. Et ensuite, je laisse... Donc, on vous a remis ensuite les points de vigilance spécifiques pour le CAC dans le cadre de ces missions. Donc, attention au sujet d'indépendance et de conflit d'intérêts. C'est tout comme une mission de CAC classique, à bien s'assurer qu'on n'est pas en conflit d'intérêts avant d'accepter ce type de mission. On a une obligation d'information envers les tiers. Donc, il faut vraiment qu'on s'assure que toute l'information obligatoire est bien présente dans les documents juridiques qu'on contrôle. On est vraiment les garants, nous, en tant que commissaires aux comptes,
de la qualité de l'information sur laquelle les actionnaires vont se fonder pour prendre leurs décisions. On peut être face aussi à des missions plus ou moins complexes en tant que CAC ou CACADOC, notamment dans le cadre des missions. Parfois, il y a beaucoup de VMC émises, les documents sont complexes et sont longs. Cela peut nécessiter des compétences particulières et aussi de faire appel à certains spécialistes si besoin. Attention également au sujet du secret professionnel, on a accès à des informations sensibles. Donc, les risques spécifiques à ces missions, on les a catégorisés tout. Risque lié à la complexité technique, je ne vais pas revenir dessus, je viens d'en parler. Risque d'insuffisance d'informations et de documentation. Risque de contestation par les tiers de la validité de l'opération, de la sincérité du rapport et risque lié au délai. Parfois, les échéances sont très, très courtes, on nous sollicite et on donne des versions la veille pour le lendemain. Donc, il ne faut pas hésiter, même si les délais sont courts, à faire nos diligences de façon rigoureuse, parce qu'on est vraiment les garants de la bonne qualité de l'information. Nos responsabilités qui peuvent être engagées, donc il y a la responsabilité civile, responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. Et je vous aurai le détail dans les slides, parce que je vois qu'on a largement dépassé l'heure, donc je passe très très vite. Et on vous a synthétisé à la fin dans un tableau la synthèse donc, des principaux points de vigilance avec le type de risque, donc indépendance, on a parlé, risque d'annulation, de nullité de l'opération, risque lié à la connaissance de l'entité, surtout qu'on n'est que CACADOC, parce que là, on n'a pas la connaissance qu'on peut avoir quand on a le mandat de commissariat aux comptes. Notre responsabilité civile qui peut être engagée, notre responsabilité pénale et notre responsabilité, bien sûr, également disciplinaire. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est que si jamais il y a des questions sur le CACADOC, on en parlera au prochain webinaire, parce que là, ce sera vraiment la présentation du kit mission. Quand on regarde, tac, donc, est-ce que le dividende prioritaire décorrélé du résultat est légal? Y a-t-il des jurisprudences? Donc ça, on va regarder. Je pense qu'on vous reviendra sur le prochain webinaire. On va regarder si on a la réponse là-dessus. Prochain webinaire, donc le 6 novembre de 17h à 18h30. On compte sur vous. Et puis, on finira ce cycle de formation le 18 novembre avec un sujet sur l'évaluation des valeurs mobilières complexes. D'ici là, on vous souhaite une bonne soirée. Encore désolé pour les petits problèmes techniques. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.